PIB ou du PNB. Mais ça occulte toutes les autres richesses, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, qui n'a pas une parité financière n'est pas considéré comme richesse. Alors on vous dit stupidement, il y a tel pays, les gens vivent avec moins d'1 $. Heureusement qu'ils vivent pas de dollars, parce qu'ils vivent, il y a longtemps que tout le monde serait mort s'ils vivaient de dollars. Mais il y a des tas de gens qui vivent de ce qu'ils font, de leurs céréales, de leur jardin, de leur bétail, ils vivent pas de dollars, comprenez? Parce que là aussi, c'est une sémantique qui nous introduit dans une ambiguïté et ancre dans le mental et dans l'esprit et dans l'opinion, disons, un abus, c'est-à-dire une imposture. Et toutes ces impostures étant incluses, on a une sémantique qui manipule, mais qui ne nous fait pas voir la réalité telle qu'elle est. On me dit souvent, l'Afrique c'est pauvre. Mais non, l'Afrique c'est pas pauvre. Le continent africain est immensément riche. Il est fait presque 10 fois la superficie de l'Inde, vous pouvez vérifier, avec seulement 800 à 900 millions d'individus. Et c'est un continent qui est jeune. Donc, tous les facteurs de prospérité de l'Afrique sont là. Alors, pourquoi les gens meurent de faim? Ils meurent de faim parce que finalement, des paysans qui dispersés dans l'espace, qui vivaient de leurs troupeaux, qui vivaient de leur culture, eh bien, ces gens-là ont été connectés à la mondialisation. On leur a dit, mais plutôt que de faire de la culture vivrière pour survivre, vous allez faire de la culture exportable. Et on a enseigné, vous faites de la culture exportable, du coton, du cacao, du café, enfin, etc. Et vous allez utiliser des engrais chimiques parce que ça pousse mieux. Et puis vous allez amener sur le marché international votre denrée qui va vous amener de l'argent. À ce moment-là, on a tout déséquilibré. Parce que utiliser des engrais, vous savez qu'il faut à peu près 3 tonnes, 5 à 3 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'engrais. Le pétrole étant indexé sur le dollar, tout paysan qui a recours à ces substances, eh ben, il se met dans le traquenard mondial. Et alors, la production, elle est bonne an, mal an, elle est bonne une année, moins bonne l'autre année, sauf que le paysan, il est obligé, lui, et de travailler, et d'utiliser des substances qui, elles, gardent un prix invariable, ou pratiquement invariable. Et ensuite, bah, quand il va livrer le résultat de son agriculture, eh bien, cette matière, elle va être confrontée à la loi du marché, à la concurrence internationale. Et la plupart du temps, les paysans, il y a des années où ils arrivent à peu près à rembourser les frais, les investissements du départ et avoir un petit peu de ressources. Ensuite, ça peut être un peu moins, et des fois, ça s'inverse, c'est-à-dire que ils ont bien plus investi qu'ils ne produisent, et du coup, ils sont appauvris. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils abandonnent, ils quittent la terre, ils vont vers les villes, essayer de s'en sortir, etc. Et c'est comme ça qu'on a déséquilibré, si vous voulez, le système mondial. Et aujourd'hui, même en France, il y a plus que 2-3% d'agriculteurs, et eux-mêmes, s'ils n'étaient pas subventionnés, il y a longtemps qu'ils auraient disparu aussi. Tout ça, c'est l'idéologie de l'argent qui organise le monde à sa façon. Et donc, ce paysan burkinabé, en plus, il a été confronté à une espèce d'énorme tsunami qui a eu lieu en 1974, c'est-à-dire une sécheresse épouvantable. Et quand il y a sécheresse, qu'est-ce qui se produit? D'abord, vous avez la faune, la flore qui est détruite, le couvert végétal qui est détruit, et puis les sols dénudés. Et quand un sol est dénudé et que la pluie revient, elle est dans une zone tropicale. Comme elle est dans une zone tropicale, elle est violente, et comme elle est violente, elle détruit le sol, c'est-à-dire que la pluie emporte la terre, et l'eau même est perdue. Et c'est pour ça que j'ai proposé ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie, c'est non seulement, bien entendu, cultiver pour produire, sans engrais, en enrichissant le sol avec des matières organiques transformées, c'est lutter contre l'érosion par des dispositifs spéciaux qui sont très faciles, ce qu'on appelle des diguettes, des digues filtrantes, etc. C'est équilibrer l'agriculture et l'élevage, et toutes ces choses-là, évidemment, entrent dans ce qu'on appelle l'agroécologie globale,
qui elle-même, bien sûr, s'accompagne d'une philosophie, d'une vision différente de la vie. Je regarde la vie autrement, j'en prends soin, je la protège, je l'améliore pour la transmettre meilleure que je ne l'ai reçue aux générations futures. Donc ça introduit aussi une loi morale, une loi éthique, et c'est tout cela qui fait partie. Mais seulement, tout cela s'inscrit dans un monde qui aujourd'hui, comme vous le savez, est convulsé, et il y a nécessité véritablement pour que se sortir de ce traquenard, de repenser la totalité disons, de la démarche de la vie et de la démarche de l'humanité. Au nord comme au sud. Au nord, on a des excès, on a des excès, on est dans les excès. Même les pays dits prospères sont aujourd'hui en difficulté. On voit monter le chômage, on voit monter tout ça. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que aujourd'hui, on a repensé notre modèle de société qui est en train d'arriver à ses fins. Alors, pendant la campagne électorale de 2002, nous avions créé un 4 pages où nous partions évidemment sur l'idée de décroissance, même si cette idée est juste, seulement elle fait peur. Elle fait peur, la décroissance, ça signifie, ah bon, on va retourner en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Non, pas du tout. C'est prendre en compte le fait que la planète est limitée, qu'il faut instaurer un modèle qui soit en concordance et en accord avec cette réalité de un principe limité. C'était aussi le féminin au cœur du changement. Notre société aujourd'hui, disons planétaire, subordonne le féminin. Or, notre réalité, c'est féminin-masculin. C'est pas la subordination du féminin, c'est les deux en équilibre, le féminin et le masculin. Nous sommes nés d'une femme et d'un homme. Donc cet équilibre-là, il faut le retrouver parce que très souvent, ce que j'ai vu en Afrique, c'est si les femmes faisaient grève, ben, vous savez, tout serait par terre. Hein, ça, je peux vous dire. Et pas qu'en Afrique d'ailleurs. Voilà. Donc il y a quand même à réfléchir sur cette complémentarité entre qui est notre réalité globale, féminin et masculin. Nous avions parlé aussi de l'éducation des enfants. Il est anormal qu'on éduque l'enfant simplement et dès le début sur la compétitivité, le meilleur, le moins bon, le brillant, le moins brillant, etc., etc. Sur quels critères? Ben, le critère élémentaire. Et j'ai eu un ami, quand j'étais écolier, il y avait dans notre classe un être merveilleux, un être qui était un jeune, mais qui était à l'écoute de tout le monde, soucieux de tout le monde, une graine d'humanisme, vraiment une graine d'humanisme. Malheureusement, il y avait des difficultés dans les études, voyez. Alors, vous voyez cette graine d'humanisme, cet être magnifique, et ben il était classé le dernier, comme n'existant pas, alors qu'il avait en lui les germes de la générosité, les germes d'une société généreuse. Eh bien, il est déclassé sous les seuls critères de la capacité, des aptitudes qu'il doit acquérir pour servir le modèle. Vous voyez. Donc nous avions aussi évidemment parlé plus concrètement de produire et consommer localement. C'est quand même anormal que nous mangions des denrées qui font des milliers de kilomètres, alors que la friche s'installe dans nos environs. Il n'y a plus rien. Et je ne sais pas si vous avez connaissé cette anecdote du camion de tomates qui quitte la Hollande pour livrer l'Espagne, et un autre camion de tomates quitte l'Espagne pour livrer la Hollande, et ils se sont percutés dans la vallée du Rhône, ici, dans les années 80. Et c'est étonnant comment ils se sont percutés, et on a retrouvé les tomates hollando-espagnoles en train de discuter entre elles, et puis c'est vraiment la caricature de l'absurde, complètement absurde, vous voyez. Et tout ça pour la loi du loi du profit, c'est-à-dire que si je peux faire quelques centimes de plus, eh ben je préfère aller chercher à l'autre bout du monde sous le prétexte simplement que je fais une marge plus importante. C'est complètement stupide. Et là, c'est une dépendance énorme. Imaginez, tout ça, ça tient sur le pétrole, les transports, etc. Et pendant ce temps-là, on laisse la friche s'installer, on démobilise l'énergie humaine alors que nous devrions tous des acteurs, si vous voulez, de l'économie. On ne doit pas être exclus. Et donc, vous voyez ce mode d'organisation qui est complètement stupide. Alors tout cela, bon, amène
à nous dire, mais finalement, enfin en tout cas, Alain, je sais pas s'il vous en a parlé, mais nous sommes en train d'envisager pour 2012, eh bien, de faire une espèce de campagne parallèle. Nous n'avons pas d'objectif politique, dans le sens politicien du terme. Mais nous pensons qu'il y a une politique en acte, et que cette politique en acte, elle est le fait de la société civile. Partout, vous avez quelques échantillons, on a toutes sortes de structures maintenant, partout des gens font des choses intéressantes. Ils s'intéressent à comment bâtir ma maison écologique, comment résoudre mon problème d'énergie, comment éduquer mes enfants, comment me nourrir, comment cultiver, comment... Je dirais que d'un côté, vous avez la politique qui a l'air de faire de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond, parce qu'il est mort le modèle. Faut pas croire qu'il est vivant, il n'y a qu'à voir. Voilà, un modèle qui produit tant de chômage, tant d'exclusion, etc., et qui ne peut même plus assumer sa population avec les menaces de plus en plus graves d'exclusion, etc., il est mort. Si vous ajoutez à cela l'endettement, etc., on est empêtré dans quelque chose qui n'a pas d'issue. C'est pour ça que nous préconisons changement de paradigme, mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et organiser le monde là-dessus. Et ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que il ne suffit pas de changer les structures ou la politique pour que le monde change. Si les êtres humains ne changent pas, le monde ne changera pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur soi-même, et c'est merveilleux ce travail qu'on fait sur soi. Moi, ça me donne un bonheur mais absolument incroyable. Bon, quelquefois j'éclate de rire parce que je me vois dans des situations un peu comiques par rapport à moi. Et mais ce travail qu'on fait sur soi, se comprendre, malheureusement, c'est l'éducation qui devrait nous, dès le départ, mettre l'enfant dans cette situation de comprendre et de se comprendre. Au lieu de cela, on part tout de suite sur la performance et sur l'antagonisme. Ça, c'est le deuxième critère. Pas de changement de société sans changement humain. Troisième critère, faisons de la sobriété et de l'autolimitation, de la modération, un art de vivre. C'est absolument magnifique. C'est un art de vivre. Et donne-lui sa beauté. C'est pas serrer la ceinture, pas du tout. C'est-à-dire que c'est générateur de satisfaction. Nous sommes dans une société qui, malgré l'abondance pour certains, eh bien, ne donne pas le bonheur. Parce qu'il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter. L'argent peut tout acheter. Sauf la joie. Heureusement. Parce que là, j'en vous